Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, les pays membres de la Commission de l'océan Indien croient fermement à la possibilité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Madagascar, de par sa superficie et sa position géographique stratégique, occupe une place importante dans la réalisation de cet objectif. Le pays accueille actuellement le 5e sommet des chefs d'État de la COI qui s'est tenu aujourd'hui à la CCI VAT. Cette rencontre a mis en lumière les efforts de Madagascar et la solidarité des îles membres pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer les échanges commerciaux au sein de l'océan Indien. Judical Ranjanirin, Andniana Martina, Andra Danjebe et Nzaranje Ansu. Conformément au protocole de la COI, le président séchellois Wavel Ramkalawan a été le premier à faire son entrée au CCI IVAT ce jour à l'occasion de ce 5e sommet de la COI. Il a été accueilli à son arrivée par le président Anjrazouel et son épouse en signe d'honneur et de convivialité. On suivit ensuite le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, accompagné de son épouse, le président français Emmanuel Macron, ainsi que le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, qui co-préside ce 5e sommet avec Madagascar. Après l'hymne de la COI et l'hymne national malgache, les drapeaux des pays membres et celui de la Commission ont été introduits dans la salle sur des rythmes reflétant la culture propre à chaque île. L'autosuffisance alimentaire et la promotion du marché régional sont les thèmes majeurs abordés lors de ce sommet, marquant les 40 ans d'existence de la COI. Dans son discours, le président Anjrazouel a mis en exergue la force et le poids des 5 pays membres, évoquant notamment les zones économiques exclusives qu'il possède, représentant un total de 3,2 millions de kilomètres carrés. Il a également souligné l'importance du développement de l'agriculture, élément clé vers l'autosuffisance, en prenant Madagascar comme exemple à suivre. Ce sommet, tenu dans le cadre du 40e anniversaire de la COI, nous permet de célébrer ensemble 40 années de coopération, de solidarité et d'engagement commun pour nos peuples. Le thème que nous avons choisi pour ce sommet, la sécurité et la souveraineté alimentaire pour le développement du marché dans l'Indian Océanie, résonne avec la plus grande importance face aux défis que le monde nous impose aujourd'hui et les enjeux actuels. La crise alimentaire, le changement climatique, l'instabilité économique et les tensions géostratégiques nous poussent à revoir et à repenser notre stratégie. C'est pour cette raison que nous devons produire et transformer localement dans notre sous-région tout ce dont nos populations ont besoin. La sécurité alimentaire est donc la clé du développement et de notre prospérité. Pour le cas de Madagascar, nous avons institué la transformation agricole comme un levier stratégique de développement. Nous nous donnons comme défi de devenir le grenier agricole de l'Indian Océanie et du continent africain dans les années à venir pour contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. L'autosuffisance alimentaire est un moteur de développement, mais aussi une voie vers la stabilité et la paix, a affirmé le président français Emmanuel Macron. Il a par ailleurs réitéré l'engagement de la France à soutenir les efforts de Madagascar dans le renforcement de sa capacité de production. Je suis très heureux
très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour célébrer ensemble les 40 ans de la Commission de l'océan Indien. Et je rends hommage ici, à cette occasion, à la vision des fondateurs et à l'engagement de tous ceux qui ont façonné cette institution depuis 4 décennies. Nous avons choisi de centrer notre sommet sur la sécurité alimentaire. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, un instant, en parlant de votre ambition, et je veux vous dire combien nous la soutenons et combien la France veut être à vos côtés dans les défis qui sont les vôtres. Cette sécurité alimentaire est un axe fondamental car c'est un axe de paix. Les conflits engendrent la faim engendre des conflits. Et au fond, travailler à notre sécurité alimentaire, à celle de nos partenaires, c'est travailler à la sécurité et la stabilité de nos territoires respectifs. C'est le meilleur investissement à la paix et à la prospérité. Madagascar a déjà été qualifié de grenier de l'océan Indien, a rappelé le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. Il a souligné que face aux bouleversements mondiaux actuels, les îles Sœurs n'ont d'autre choix que de renforcer leur marché commun et d'atteindre l'autonomie. L'interaction et la solidarité internationale sont aujourd'hui remises en cause, ramenant le monde à des défis que l'on pensait déjà d'un temps révolu. Parmi ces défis figurent les menaces tarifaires et des mesures protectionnistes. Dans ce contexte, État de l'océan Indien, dont l'insularité s'accompagne d'une vulnérabilité structurelle, semble encore plus affecté que d'autres pays. Il est malheureux de constater que nos îles restent extrêmement dépendantes de l'importation d'une grande majorité de produits alimentaires. Nous sommes situés loin de nos marchés de fournisseurs et cela implique des coûts exceptionnels, conséquents. Des échanges accrus au niveau du commerce inter-océan Indien réduiraient la dépendance de notre région par rapport au marché externe. Je me rappelle du temps où on importait du riz de Madagascar, qui était le grenier à l'époque. Nous espérons le refaire encore, Monsieur le Président. Sur ce point, j'encourage la COI à soutenir activement l'émergence d'un espace régional d'échanges économiques et commerciaux, renforcé en capitalisant sur les études et les initiatives passées. Le sommet de la COI tenu à Ivatu a été une plateforme majeure pour mettre en valeur les efforts de Madagascar en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Tous les dirigeants partagent une même vision et la création d'un espace agricole commun au sein de l'océan Indien a été évoquée. Cet espace vise à renforcer la résilience des îles face aux défis mondiaux, selon le secrétaire général de la COI, Edgar Azafnjava. En 40 ans d'existence, la COI a réalisé 70 projets majeurs au profit de ses pays membres. Toujours dans le cadre de ce sommet, les 25,5 kilos d'or exportés illégalement vers l'île Maurice en 2019 ont été restitués ce jour au CCI Ivatu par le Premier ministre mauricien. Le président de la République, Andry Rajoelina, salue ce geste qu'il qualifie d'acte responsable et de solidarité. Il espère également que les autres pays ayant reçu de l'or malgache de manière illicite suivront cet exemple. Les détails avec Antoniana Martina et Judica Engineering. 6 ans après l'exportation illicite des 25,5 kilos d'or vers l'île Maurice, et à l'issue de 4 années d'enquête approfondie menée par la justice mauricienne, ces métaux précieux ont été restitués à Madagascar ce jour à l'occasion du sommet de la COI. Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a remis en main propre cet or, soulignant qu'il appartient au peuple malgache et qu'il est juste de leur rendre. L'ancien régime n'avait pas la volonté politique, malgré la décision de la Cour de justice de Maurice. Ces lingots avaient quitté le territoire malgache en toute inégalité. Les restituer à la République de Madagascar est un acte légitime. Aujourd'hui, en votre présence, Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de restituer officiellement ces lingots d'or à la République de Madagascar.
Le président de la République, Andry Rajoelina, a exprimé sa gratitude pour ce geste. Il a affirmé que la coopération entre Maurice et Madagascar se poursuit, notamment dans le renforcement de la lutte contre les trafics illicites, en particulier ceux de l'or et des drogues dures. Madagascar étant l'une des plaques tournantes de l'exportation illégale de stupéfiants dans la région. Ce que nous vivons aujourd'hui montre une chose, que quand la volonté politique est là, la justice avance. Quand la conscience existe, la vérité triomphe. Nous savons tous que l'Afrique perd beaucoup à cause des trafics illicites. Des ressources sortent sans contrôle, comme le cas de Madagascar, sans trace. Et ce qui est malheureux, c'est que sans bénéfice également pour nos peuples. Cela doit changer et cela commence par des actes. Aujourd'hui, Maurice a posé un acte responsable, un acte de solidarité et un acte de fraternité. Et c'est vous, Monsieur le Premier ministre Navin Chandra Ramgoolam, qui avez eu cette volonté politique de retourner l'or de Madagascar dans son pays d'origine. Cet or appartient à Madagascar, à son peuple et à ses générations. Et cette cérémonie, mesdames et messieurs, n'est pas qu'une simple restitution. C'est aussi une preuve de notre engagement à renforcer notre coopération avec l'île Maurice, nos échanges entre la douane, nos contrôles conjoints, ainsi que nos mécanismes de traçabilité. Ces 25,5 kilos d'or seront immédiatement transférés à la Banque centrale. Le président Andry Rajoelina a conclu en réaffirmant que Madagascar reste un partenaire sincère, loyal et fidèle à l'île Maurice. Toujours dans ce contexte, la mise en place du label Océan Indien constitue une étape cruciale pour le développement économique des 5 pays membres de la COI, selon les précisions apportées aujourd'hui par le président du syndicat des industries de Madagascar, Tinrasa Manan. Ce label permettra de définir des normes et une quantité commune à l'ensemble des pays membres, facilitant ainsi l'accès aux marchés régionaux, mais surtout internationaux. Le président du CIM a également souligné l'importance de renforcer la coopération entre les opérateurs économiques malgaches et ceux de la région de l'océan Indien. Andniana Martina Nzaranjiansu. Madagascar dispose de tous les potentiels nécessaires pour approvisionner ses îles sœurs dans la région de l'océan Indien, a affirmé aujourd'hui le président du CIM. Selon lui, l'accueil de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI par Madagascar représente une réelle opportunité pour les opérateurs économiques locaux. Il a réitéré l'importance de la création du label Océan Indien, un outil stratégique pour accéder aux marchés internationaux. Dans cette optique, la libre circulation des opérateurs économiques ainsi que des produits fabriqués dans la région est essentielle, a ajouté Tinrasa Manan, président du CIM, afin de renforcer une coopération économique concrète et durable. La tenue du 5e sommet de la COI à Madagascar est considérée comme un véritable succès pour le pays. Les discussions ont principalement porté sur l'autosuffisance alimentaire ainsi que la dynamisation du commerce et des échanges dans les zones de l'océan Indien. Plusieurs secteurs de coopération ont également été abordés au cours des rencontres ce jour et ont permis de formuler des recommandations remises officiellement cet après-midi. Judika El-Rangenerin, Andra Zanjabe. Après les tables rondes, les réunions à huis clos et les divers panels, le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien s'est achevé. Les 5 chefs d'État membres ont publié une déclaration conjointe réaffirmant leur engagement pour une coopération régionale renforcée. Ces recommandations répondent aux défis et besoins spécifiques des pays insulaires de la région face au contexte mondial et au changement climatique. En première ligne de ces préoccupations, l'autosuffisance alimentaire, thème principal du sommet. Tous les membres ont approuvé l'intégration du PRESAN, Programme régional de sécurité alimentaire et de nutrition, dans leurs politiques nationales respectives et se sont engagés à œuvrer pour sa mise en œuvre.
Un consensus a également été trouvé sur la nécessité d'accroître les financements pour la formation agricole, la modernisation de l'agriculture, ainsi que l'amélioration et la facilitation de l'environnement entrepreneurial. Les pays membres ont en outre affirmé leur volonté de s'engager dans l'économie bleue. Le groupe a salué l'adhésion de la COI au Fonds vert pour le climat, ouvrant ainsi l'accès à des financements pour les pays de la région. La protection des océans et le renforcement de la connectivité maritime ont aussi occupé une place importante dans les discussions. Un domaine où Madagascar, de par sa position stratégique, a été unanimement reconnu comme acteur clé. Il a été souligné la nécessité d'intensifier la lutte contre la piraterie, l'exploitation illégale des ressources marines, la pêche illicite, ainsi que d'autres menaces. L'un des points les plus marquants de ce sommet a été l'accent mis sur le développement humain et culturel, l'égalité des genres, l'autonomisation des jeunes et la valorisation du patrimoine culturel ont été mis en lumière. Sur le plan culturel, Madagascar, pays hôte, s'est distingué par sa capacité à accueillir les invités, un point particulièrement salué par le président Azali Assoumani, président en exercice de la COI, lors de son discours de clôture. Au nom de mes homologues, chefs d'État et de gouvernement, de la commission de l'océan Indien, et à mon nom personnel, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à votre Excellence, votre gouvernement, le peuple malgache, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité que vous avez réservé lors de ce 5e sommet de la COI. Je suis particulièrement heureux d'avoir eu l'honneur de partager la présidence de ce sommet avec vous et je tiens à saluer votre leadership et votre vision pour la COI. Notre collaboration a été exemplaire et je suis convaincu que les résultats de ce sommet seront bénéfiques pour nos pays et toute notre région. Le 5e sommet, marquant les 40 ans de la COI, a été un événement marquant. Les résolutions adoptées serviront de feuille de route pour les années à venir, dessinant un avenir commun dans cet espace maritime partagé. Le maintien de l'ordre s'est globalement déroulé dans le calme lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron et du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien qui se sont tenus à Antananarive durant 2 jours. Aucun trouble n'a été enregistré malgré certaines intentions de perturbation envisagées par des individus mal intentionnés. Plus de 2000 éléments des forces de l'ordre ont été mobilisés dans la capitale pour assurer la sécurité de cet événement. Le préfet d'Antananarive, le général Angelo Ravelnarive, a exprimé aujourd'hui sa gratitude pour la discipline et la coopération de tous. Et pour le 2e jour de sa visite d'État à Madagascar, le président Emmanuel Macron a tenu à visiter le Rouvan Madagascar, un haut lieu du patrimoine malgache, afin de souligner la profondeur des liens historiques et culturels entre la France et Madagascar. Lors des échanges, il a été confirmé que le crâne de la Panzakatuer sera restitué en août prochain. Les détails. Les jeunes ont le droit de connaître leur origine, leur histoire. Ce n'est pas dans les musées de Paris que les jeunes Africains découvriront leur identité culturelle, a déclaré Emmanuel Macron. C'est dans cette logique que la France a adopté en 2023 une loi cadre sur la restitution des restes humains issus de son patrimoine muséal. Pour Madagascar, ce processus a commencé en 2020 avec la restitution du dé de la reine Ranavalna III. Il se poursuivra donc par celle du crâne de la Panzakatuer, roi Sakalav, un acte fort qui symbolise une réconciliation et ouvre la voie à une coopération culturelle renouvelée entre les deux nations. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec cela? D'abord, je crois permettre le deuil et permettre que des vies qui avaient été séparées, des objets qui avaient été retirés, puissent retrouver leur place. Ça ne répare pas les choses. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce chemin qui est aussi un chemin de pardon, qui est éminemment intime. Mais nous en créons les conditions en permettant, par ce lien très humain, très personnel et très symbolique, de faire le deuil de ce qui n'est plus, et parfois de vies qui ont été séparées. Ce sont les destinées de vos familles.
Ensuite, c'est la reconnaissance du fait que ces objets, ces œuvres d'art, ces restes humains ont leur place ici et pas ailleurs. Ensuite, c'est la volonté d'engager un travail commun. Et c'est aussi pour ça qu'à nos yeux, c'est le début d'un processus. C'est-à-dire permettre à la connaissance, permettre à nos scientifiques de travailler ensemble, permettre de former aussi nos équipes dans les musées, dans les institutions, pour les accueillir, les conserver. Et donc, c'est en quelque sorte le ferment d'une coopération nouvelle, scientifique, muséale, qui va permettre de mieux construire notre histoire, de mieux la connaître, et aussi de partager un savoir de part et d'autre. Et enfin, c'est aussi la possibilité de retrouver dans l'imaginaire, et je le dis devant très grands artistes qui sont là, mais de se réapproprier ce passé. Et donc aussi de le réinventer, de pouvoir le fantasmer, de pouvoir non pas le restituer cette fois-ci, mais le transmettre, pour reprendre la formule que vous avez eue à mon endroit hier, et en tout cas, voilà, qu'un fil se renoue. Et je le dis de... Une cérémonie solennelle sera organisée au mois d'août pour accueillir cette relique royale, a confirmé Maradona Vulamirante, ministre malgache de la Communication et de la Culture. De toute l'assistance ici présente, je voudrais vous remercier du travail de la restitution des crânes de l'Ampanzak Tuer. Pour nous, pour les Malagasy, ça a été un rêve, ça a été un mythe. Mais aujourd'hui, grâce à votre volonté, avec l'appui acharné de mon homologue, que je tiens à remercier tout particulièrement, merci parce que enfin le rêve se réalise et la restitution est actée. Merci, merci, merci. L'Ampanzak Tuer est pour nous, c'est un martyr. C'est un héros. Et en mois d'août, on va organiser vraiment une cérémonie digne de ce roi, qui est un guerrier et vraiment exemplaire pour les Malgaches tout entiers. À l'issue de cette rencontre entre le président français et la ministre malgache de la Culture, en présence de la communauté royale et des comités scientifiques et culturels, Emmanuel Macron a visité le Rouven-Madagascar, un site emblématique de la royauté malgache où il a pu s'imprégner de l'histoire du pays. Et le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont également visité aujourd'hui le village d'Akamassou. Ils ont salué les réalisations du père Pedro et le président Emmanuel Macron a remis une aide financière de 100 000 € à Akamassou pour soutenir la poursuite de ses œuvres caritatives. Le père Pedro a affirmé que le combat contre la volonté se poursuit inlassablement, tout comme l'éducation des enfants et des jeunes, afin qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Khadraman Azatouf pour plus de détails. Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont visité aujourd'hui le site Akamassou dans le cadre de leur visite d'État à Madagascar. Le père Pedro a rappelé que cela fait 36 ans qu'Akamassou existe. Des milliers de familles défavorisées et sans abri y sont trouvées refuge et ont pu se reconstruire. Des milliers d'enfants et de jeunes y ont été éduqués et des centaines d'emplois ont été créés. Selon lui, la présence d'une population formée et encadrée à Akamassou constitue une richesse pour toute la nation. Le combat contre la pauvreté et l'éducation des enfants et des jeunes pour qu'ils puissent accéder à leurs droits légitimes ont toujours été une priorité d'Akamassou et ce combat continue. Monsieur le Président, vous avez devant vous des élèves de la primaire, du collège, des lycées, de l'université Saint-Vincent-de-Paul à Akamassou. Nous continuerons à nous battre pour chaque enfant, pour qu'il ait un avenir plus digne. Et notre devoir de lui offrir cela comme un droit et non pas comme un privilège. Merci d'aider le peuple malagasy, surtout pour lutter contre la malnutrition, la santé et pour faire construire des routes, puisque sans les routes, pas de développement.
ces gens qui sont en face de vous accueillent avec une grande joie. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa reconnaissance particulière au Père Pedro pour sa volonté, son humilité et son engagement sans faille dans la création et la continuité du village d'Akamasou. Il a également adressé un message aux enfants, aux jeunes et aux familles vivantes à Akamasou. Il a fait don de 100 000 € au Père Pedro pour que son action en faveur des plus démunis se poursuive. Imaginez en 1989, alors pour vous, vous n'étiez pas né du tout. Pour quelques-uns ici, vous étiez nés et jeunes. Ici, c'était une décharge et il y avait des fumées qui montaient et c'était un endroit qu'on ne voulait pas voir. Et vous vous êtes rendu compte de ça et avec quelques-uns, mon père, vous avez décidé de tout changer. Et alors vous avez nettoyé, et alors vous avez planté les arbres, toute cette forêt qu'il y a autour de nous. Et un à un, vous avez construit ces bâtiments, ces maisons, avec tous ceux qui vous ont fait confiance. Et vous vous êtes occupé de ces enfants. Et vous avez créé cette ville, cette communauté, cette magie qui est Akamasou. Et aujourd'hui, ce sont plus de 20 000 enfants qui sont scolarisés, ce sont plus de 5 000 logements, ce sont des milliers d'emplois. Et ce sont des vies qui changent grâce à cela. Et je voudrais que vous ayez ça en tête, vous, chacune et chacun. Vous êtes là parce qu'il y a eu quelque chose d'unique. C'est un alliage qui n'arrive pas souvent. C'est la bonté avec la volonté. C'est ça le Père Pedro et tous ceux qui l'ont suivi. C'est ça Akamasou. Et vous savez, dans le monde où on vit, il y a des gens qui ont de la bonté. Parfois ils ont la bonté en mots et c'est déjà très important. Et ils l'apportent, mais ils n'ont pas toujours la volonté de changer les choses. Et la bonté sans volonté, c'est déjà très important. Ce sont des sentiments, on fait le bien avec sa famille, c'est plus proche. Mais ça ne suffit pas à changer le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la volonté. Quand on fait de la politique, quand on fait l'entreprise, ils font des choses, ils construisent, mais ils n'ont pas toujours la bonté avec. Alors ils font des choses, mais parfois pour eux-mêmes, ou pour trop peu, mais ils ne changent pas le monde non plus. Mais le mariage de la bonté et de la volonté, et ce qu'a fait le Père avec toute la communauté d'Akamasou, ça c'est unique. C'est la bonté et la volonté ensemble. Et ça change le monde. Alors pour ça, mon Père, merci infiniment. Et mon Père, je voulais vous dire simplement qu'on continuera de vous accompagner, qu'à l'occasion de cette visite d'État, la République française cédera 100 000 € à Akamasou pour continuer son œuvre, et que ça n'est qu'une étape. Et qu'aujourd'hui, demain, nous serons là, parce que ce que vous faites est la plus belle chose au monde. Soyez fiers, et nous sommes extrêmement fiers et heureux d'être là. Vive Madagascar, vive la France! Vive l'amitié entre nous et vive Akamasou. Merci mon Père. La visite du couple présidentiel français a été accueillie avec une grande joie par toute la communauté d'Akamasou. Un spectacle haut en couleurs a été présenté par les enfants pour mettre en valeur leurs talents. La France est prête à étoffer le nombre de ses entreprises installées à Madagascar, selon les déclarations de Manuel Valls, ministre d'État chargé des Outre-mer, représentant le président français Emmanuel Macron lors de la rencontre entre le GEM et le MEDEF hier à Souarane.
De son côté, le MEDEF réclame la mise en place d'un cadre transparent pour les investisseurs. Par ailleurs, le président de la République, Andry Rajoelina, affirme sa volonté de faciliter les investissements à Madagascar afin que tout le monde, en particulier la population, en tire profit. Les détails. Madagascar regorge des ressources, mais a besoin d'investissements pour en tirer profit. La France figure parmi les investisseurs présents dans le pays avec 100 entreprises installées et 55 filiales. En ce qui concerne leur investissement à Madagascar, leur volume atteint 1 milliard d'euros pour l'année 2024. Le pays se dit encore prêt à investir, notamment dans le secteur de l'énergie, qui reste un point essentiel pour la population actuellement. Dans l'énergie, nous visons concrètement le déploiement de solutions solaires locales et accessibles en partenariat avec des PME malgaches, la création de 10 plateformes de gestion intelligente de l'électricité, qu'on appelle Smart Grid, dans des zones rurales, et la mobilisation de fonds mixtes pour financer les mini-réseaux d'électrification renouvelable. Par ailleurs, dans les infrastructures durables, nous mettrons en œuvre un programme de co-conception de stations d'eau modulaires avec des entreprises locales, le financement d'études techniques pour l'extension de routes régionales stratégiques et des initiatives communes dans la construction durable et résiliente. Enfin, dans le numérique, nous porterons la création de campus de formation en cybersécurité et en intelligence artificielle appliquée, le soutien à l'émergence de champions malgaches du numérique par l'incubation, le mentorat et l'accès au financement, comme nous le faisons ici à cet Orange Digital Center, et la structuration d'un écosystème de FinTech inclusif, sécurisé et accessible. Ces investisseurs demandent cependant la mise en place d'un cadre transparent et d'un modèle d'investissement durable dans le partenariat public-privé, ainsi qu'un environnement fiscal stable. Manuel Valls, ministre d'État chargé des Outre-mer, porteur du message du président Emmanuel Macron, a indiqué que la France est prête à apporter son expertise pour améliorer encore davantage le secteur des investissements locaux. À Madagascar, le succès des entreprises prouve que cet esprit conquérant et pionnier porte ses fruits. Vous êtes, de ce point de vue-là, un exemple pour d'autres dans l'océan Indien et ailleurs en Afrique. Nous devons monter la plus-value de l'expertise française face à des entreprises du pays moins-disant en matière de normes ou de protection de l'environnement. Mais, et c'était son deuxième message, un investissement privé ne se décrète pas. Il se fait en confiance, en fonction de l'état du marché et du climat des affaires. C'est pourquoi la France souhaite accompagner les réformes du gouvernement de Madagascar. Nous soutenons déjà la mise en place des réformes qui permettent de rendre l'environnement des affaires plus attrayant et d'encourager les investissements à travers notamment l'expertise et les appuis institutionnels de l'Agence française de développement, du ministère français des Finances et de l'Union européenne. L'investissement suppose un environnement stable et sécurisé qui seul permet d'envisager une projection sur le long terme. Le développement ne peut se concevoir que dans le respect des générations qui nous succéderont, et la préservation des ressources naturelles et la promotion d'une économie respectueuse des droits sociaux et environnementaux sont donc d'une importance cruciale. Le deuxième axe de la politique générale de l'État vise la promotion de l'industrialisation, avec pour ambition nationale de produire et transformer localement les ressources afin de réduire les importations. Toutefois, cela ne pourrait se concrétiser sans l'électricité. C'est pourquoi le président Andry Rajoelina a salué particulièrement l'appui de la France dans le domaine de l'énergie, notamment pour les projets Vulubé et NTT Zambatu, ce dernier ayant une capacité de production de 100 MW. Aujourd'hui même, on vient de signer avec le géant de l'énergie française, qui est l'EDF, pour accompagner le projet hydroélectrique de Vulubé. Ça, c'est une chose. Mais le projet hydroélectrique, ça va encore prendre quelques années, 4 ans, 5 ans. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre 5 ans. Donc, là, je tiens à dire, Monsieur le Président du GEM, vous le savez, mais on va déjà installer 20 MW à Antananarivo
sur la route de l'aéroport qui sera installé avant fin août. Donc ça va réduire les délestages et les coupures d'énergie à Madagascar. Mais nous allons déjà aussi lancer l'appel d'offres pour 100 MW supplémentaires qui va absorber notre production et besoin en énergie. Il a également réaffirmé son engagement constant à soutenir les entrepreneurs et les entreprises malgaches et à améliorer l'environnement de l'investissement à Madagascar afin de créer des emplois pour la population. C'est à la gare de Souarane, a-t-il déclaré, que démarre le train du développement de Madagascar. Et on poursuit avec les actualités internationales. Les funérailles du pape François se dérouleront samedi matin sur la place de Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, tout comme des dirigeants étrangers comme les présidents américains Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. France 24. Samedi, le parvis de la basilique Saint-Pierre sera foulé par les dirigeants du monde entier. Parmi les plus notables, Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou Olaf Scholz. J'irai avec Mélania aux obsèques du pape François à Rome. Nous sommes impatients d'y être. La plupart des dirigeants et dignitaires européens feront le déplacement. Le roi et la reine d'Espagne, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le prince William, mais aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et certains voient dans ce moment une occasion diplomatique. Le président ukrainien a ainsi annoncé vouloir s'entretenir avec Donald Trump en marge de la cérémonie. Outre-Atlantique, le président de l'Argentine, le pays d'origine du pape François, Javier Milei, sera présent avec une importante délégation. Il avait qualifié le souverain pontife de personnage néfaste et de représentant du diable avant de se corriger. Des absences seront en revanche particulièrement remarquées. Celle de Benyamin Netanyahou, lui habituellement très présent sur les réseaux sociaux, n'a pas exprimé ses condoléances depuis la mort du pape. Pape qui avait critiqué à plusieurs reprises l'offensive israélienne à Gaza. Autre absent notable, Vladimir Poutine a confirmé qu'il ne serait pas présent. Le président russe ne s'était pas non plus rendu aux obsèques de Jean-Paul II en 2005. À l'époque, ces funérailles, les dernières d'un pape décédé durant son pontificat, avaient réuni de très nombreux dirigeants. Jacques Chirac, George Bush, Kofi Annan, mais aussi Bachar al-Assad. Au total, ce sont pas moins de 44 présidents et 25 premiers ministres qui avaient rendu hommage à Jean-Paul II. En Tunisie, une semaine après l'effondrement d'un mur dans un lycée qui a fait 3 morts à Mezouna, la ville est revenue au calme après une semaine de tension. Mais les habitants attendent encore beaucoup des promesses faites par le président Kais Saied, alors que de nombreux problèmes de développement subsistent dans les villes marginalisées de la Tunisie. France 24. Devant la maison du lycéen Abdelkader Dhibi, l'un des 3 morts dans l'effondrement du mur de l'enceinte d'un lycée lundi 14 avril, des habitants viennent encore rendre visite à la famille endeuillée. Ayoub est l'un de ses camarades. On s'entraidait pour les devoirs, on traînait toujours ensemble. Lorsque je suis arrivé en ville lundi et que j'ai vu de la fumée noire partout, les habitants qui brûlaient des pneus, les manifestations, j'ai réalisé qu'il était bel et bien mort. La famille d'Abdelkader attend toujours que les responsabilités soient établies. Il y avait un problème avec ce mur depuis des années. On l'a signalé, mais le destin a voulu qu'il s'effondre ce jour-là et qu'il tue nos jeunes. La colère s'est apaisée après la visite du président Kais Saied vendredi en plein milieu de la nuit. Il a promis de résoudre plusieurs problèmes d'infrastructure. J'ai confiance. Maintenant, les gens connaissent nos conditions de vie. Pendant 40 ans, on n'a pas eu accès à l'eau potable. Là, on l'a eu en une nuit après la visite du président. Mais dans la ville, les habitants attendent davantage. L'état du mur avait été dénoncé à plusieurs reprises par le directeur de l'école. Dans ce café, en face du lieu du drame, ce serveur a tout vu. Quand des clients se garaient devant le mur, je leur disais qu'il valait mieux éviter à cause du risque. Donc il y a bel et bien eu une négligence de la part des autorités. Une enquête judiciaire a été ouverte. Les promesses du président Kais Saied incluent aussi l'amélioration de la situation économique dans cette région marginalisée. Cet habitant reste sceptique car beaucoup de mesures politiques précédentes n'ont jamais été réalisées.
Ici, vous vous trouvez devant ce qui devait être une cimenterie. On nous parle du projet depuis 2011. En 2016, il y a eu le lancement, les annonces, l'installation des travaux. Et depuis, regardez ce qu'il y a. Rien. Après le drame, le mot danger a été écrit sur plusieurs murs présentant des fissures. Un dur rappel des problèmes de sous-développement qui persistent dans la ville, à quelques kilomètres du berceau de la Révolution, Sidi Bouzid. Pour terminer, après le report de la réunion ministérielle à Londres pour un cessez-le-feu en Ukraine, le correspondant de France 24 à Kiev revient sur les réactions des Ukrainiens. Écoutez. Il serait faux de dire que les Ukrainiens sont déçus par le manque de progrès dans ces pourparlers à Londres parce que leurs attentes étaient extrêmement bas. Tout simplement parce que dans leur très grande majorité, ils ne croient pas que Vladimir Poutine veut la paix, donc ils ne croient pas vraiment qu'un progrès est possible à ce stade. Mais encore plus quand les Américains arrivaient, selon de nombreux articles dans la presse, avec une proposition qui contenait des idées absolument inacceptables pour l'Ukraine et notamment la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, Kiev était quelque part confiant que les Européens n'accepteraient pas cela non plus et que donc il n'y avait pas vraiment de progrès possible. Kiev essaye de rester sur la voie diplomatique en disant qu'il veut absolument un cessez-le-feu, qu'après un cessez-le-feu on pourra parler de toutes sortes de choses, mais que des lignes rouges sont la reconnaissance des jurés de la souveraineté russe sur des territoires occupés en Ukraine. Pour ce qui est de l'opinion publique, c'est autre chose. Je pense qu'on peut qualifier la réaction aux propos, notamment de J.D. Vance, qui a dit que la proposition de Donald Trump pour une solution de paix était une solution juste, comme un mélange de colère et de stupéfaction. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme avec la série Squid Game. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.